المستقبل، تيار وطني مدني ديمقراطي. ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Colère et vive émotion à Ersal lors des obsèques de Mohamed Roujaïri qui a péri dans une embuscade tendue par un clan chiite pro-syrien. Le courant du futur avertit contre une aggravation des tensions confessionnelles. Ankara ferme son centre culturel et son bureau commercial à Beyrouth après l'enlèvement ce week-end de 2 pilotes de la Turkish Airlines. Les familles des otages chiites menacent de bloquer le trafic aérien si leurs proches ne sont pas libérés. En Égypte, l'armée s'apprête à déloger de force les pro-Morsi. Le camp du président islamiste destitué appelle à de nouvelles manifestations dans toute la capitale aujourd'hui pour défendre la légitimité des élections. Et à suivre également dans ce journal, il était le criminel nazi le plus recherché au monde. L'Hongrois Laszlo Kastari est mort ce samedi à l'âge de 98 ans des suites d'une pneumonie dans un hôpital de Budapest. La tension reste vive à Ersal, dans la Bekaa, au lendemain d'une embuscade tendue par les clans pro-syriens des Jafar et des Hamas au convoi des Roujaïri, un clan pro-rebelle. Bilan, 1 mort, Mohamed Hassan Roujaïri et 3 blessés. Ce midi, c'est dans l'inquiétude et la colère que les habitants de Ersal ont enterré la victime. Une délégation du courant du futur a participé aux obsèques avant de s'entretenir avec la famille de la victime et le président de la municipalité de Ersal. Les responsables politiques avertissent contre une aggravation des tensions confessionnelles. Les habitants exhortent le gouvernement à déployer les efforts nécessaires afin de rétablir l'ordre et la sécurité à Ersal. Je vous rappelle que la zone frontalière d'Ersal est utilisée par les rebelles syriens en lutte contre Bachar el-Assad. Le secteur a déjà été le théâtre d'accrochages meurtriers entre les forces libanaises et des combattants armés. L'enlèvement de 2 pilotes de la Turkish Airlines ce week-end près de l'aéroport de Beyrouth, une zone majoritairement chiite contrôlée par le Hezbollah, suscite la colère d'Ankara. La Turquie a fermé son centre culturel et son bureau commercial à Beyrouth. L'ambassadeur de Turquie parle de mesures de sécurité. Il a d'ailleurs salué l'action des services de sécurité libanais pour protéger les intérêts turcs dans la capitale, souvent théâtre de manifestations anti-turques. Le groupe à l'origine du rapt réclame qu'Ankara use de son influence auprès des insurgés syriens pour qu'il relâche 9 chiites libanais pris en otage en mai 2012. La Turquie a par ailleurs appelé ses ressortissants à quitter le Liban et ceux qui comptent s'y rendre à annuler leur voyage à moins d'un impératif vital. Fin de citation. Le ministre sortant de l'Intérieur, Marwan Charbel, recevait ce midi une délégation des familles des pèlerins chiites enlevés en Syrie. Les familles des otages avaient auparavant manifesté ce matin devant le centre culturel turc pour réclamer une nouvelle fois l'aide d'Ankara. Ils ont menacé à plusieurs reprises au cours des derniers mois de paralyser l'aéroport de Beyrouth si leurs proches ne sont pas libérés. Mais le ministre de l'Intérieur écarte ce scénario et se veut rassurant. L'aéroport international de Beyrouth est sécurisé et les routes menant à l'aéroport ne seront pas coupées. Le chef du Parlement, Nabi Berri, appelle à s'abstenir de toute escalade. Les familles des pèlerins chiites ont menacé de bloquer le trafic aérien à l'aéroport de Beyrouth après l'arrestation de Mohamed Saleh, un proche des otages. Il est accusé d'avoir des liens avec les ravisseurs des 2 pilotes turcs enlevés vendredi sur la route de l'aéroport de Beyrouth. Les autorités auraient intercepté des appels téléphoniques qui prouvent ces liens avec les auteurs du rapt. Et pour décrypter l'actualité au Liban de ces derniers jours, avec nous en ligne Ahmed Fatfat, député du courant du futur. Bonsoir, Monsieur Fatfat. Bonsoir et bon après-midi. Merci. Alors, peut-être tout d'abord commenter les incidents à Ersal. Une médiation est en cours pour tenter de rétablir le calme. Est-ce que vous pensez que les autorités locales vont réussir à empêcher une discorde sunnite-chiite ? Vous savez, ce qui se passe à Ersal est vraiment très très grave. Même dans les traditions tribales, ça ne se fait pas parce que le groupe de Ersal revenait d'une réconciliation de nature tribale et en principe dans un cadre pareil, il y a un laissez-passer qui a été vraiment saboté par une certaine force, je ne sais pas laquelle exactement, je ne sais pas si vraiment ça appartient
à des traditions tribales, ou c'est vraiment une action beaucoup plus compliquée, destinée à faire déclencher des émeutes et des troubles dans toute la région en lien avec les projets du gouvernement syrien pour essayer de protéger les arrière-gardes au Liban. Je crois qu'il faut que tout le monde soit serein dans cette affaire. C'est une affaire très très grave et je crois qu'il y a vraiment quelqu'un qui essaye de mettre de l'huile sur le feu, tandis qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font dans le sens pas d'une réconciliation, mais au moins d'un apaisement. J'espère que tout le monde répondra positivement aux tentatives d'apaisement et je crois que les habitants de Arsal sont très conscients de l'intérêt national d'éviter une dégradation des événements. Oui, mais docteur Fatfat, ce n'est pas la première fois que des tensions ont lieu à Arsal, meurtrières notamment. Les autorités locales et le gouvernement libanais semblent en tout cas absents. Oui, malheureusement, le gouvernement libanais est absent depuis un certain temps. Nous avons réclamé il y a 2 ans le déploiement de l'armée libanaise tout le long de la frontière. Et malheureusement, le gouvernement libanais actuel, qui est soi-disant démissionnaire, mais qui est toujours en pratique le gouvernement qui a le pouvoir, qui est sous contrôle de Hezbollah, a refusé vraiment la présence de l'État dans cette région, à part vraiment une présence éphémère sur certains axes qui permettent de temps en temps d'arrêter des saboteurs ou d'éviter des troubles, mais la présence majeure de l'État libanais, manifestement, n'est pas très efficace dans cette région et les habitants d'Arsal demandent que l'armée libanaise soit vraiment présente et efficace, parce que c'est des gens qui croient que l'État est leur seul protecteur dans cette région pour garder la région à l'écart des événements syriens et pour que le feu syrien ne se propage pas vers le Liban. Un mot sur les pèlerins chiites enlevés en Syrie. Les familles des victimes ont rencontré aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une issue à ce dossier et on craint éventuellement des problèmes autour de la route de l'aéroport? Les familles ont menacé de bloquer le trafic aérien. Oui. Vous savez, ça c'est 2 problèmes différents. Ce qui s'est passé avec les pèlerins enlevés, c'est inacceptable. Nous avons toujours dit que enlever des pèlerins qui revenaient d'un pèlerinage religieux est tout à fait absurde et un non-sens et condamnable. Mais je crois que maintenant, il y a une discussion avec le gouvernement syrien pour essayer de libérer 127 femmes en prison en Syrie, en contrepartie d'un certain nombre de ces pèlerins. J'espère que ça va aboutir. Mais maintenant, nous sommes face à un événement qui est tout à fait différent. L'enlèvement des pilotes turcs, parce que c'est une attaque en règle, pas contre les intérêts turcs au Liban, mais c'est une attaque contre les intérêts libanais. Ça menace le tourisme libanais, ça menace l'économie libanaise, l'aéroport et la route de l'aéroport, quel que soit le déploiement et le dispositif militaires actuels sont en fait pris en otage par le Hezbollah. Ça, c'est une réalité que personne ne peut plus nier. Hezbollah a la main mise. Il y a eu des engagements de la part du président Berri et de Hezbollah que la route de l'aéroport sera pacifiée, ce qui n'a pas eu, ce ne fut pas le cas cette fois-ci. Et l'enlèvement a eu lieu carrément dans une région contrôlée complètement, tant sécuritairement que militairement, que politiquement par le Hezbollah. Docteur Fatfat, merci pour votre intervention. Je rappelle, vous êtes député du Courant du Futur. Et à présent, direction l'Égypte où l'ultimatum de la police a expiré. La dispersion annoncée des manifestants fidèles au président déchu Mohamed Morsi est donc imminente. Mais cela ne semble pas entamer la détermination des pro-Morsi qui appellent à de nouvelles manifestations. Les détails dans ce reportage signé Noura El. Des sacs de sable érigés en mur, la place Rab'a al-Adawiya transformée en forteresse. Voilà des semaines que les partisans de Mohamed Morsi campent au pied de cette mosquée avec un seul objectif, le rétablissement du président déchu dans ses fonctions. Ils sont encore une dizaine de milliers à manifester ce lundi à Rab'a al-Adawiya, comme à Nahda Square, 2 places du Caire, pour protester ce qu'ils considèrent comme un coup d'État, une détermination intacte malgré les menaces d'intervention des autorités. Car une opération de dispersion est imminente, mais l'assaut de la police annoncé pour l'aube n'a finalement pas eu lieu, en cause le trop grand nombre de manifestants qui ont convergé vers les sites de rassemblement. J'allais rentrer chez moi pour me changer, mais dès que j'ai entendu les rumeurs de dispersion, je suis revenu. Tout ce qui se passe n'est rien de plus qu'une guerre psychologique. Ils n'ont pas réussi à briser tous les autres sit-ins comme celui devant la garde républicaine. Et ils ne réussiront pas non plus à briser celui-là.
Dès que j'ai entendu que le sit-in de Rabaa al-Adawiya serait brisé aujourd'hui, nous avons pris le bus de Minya pour venir jusqu'ici. 2 autres bus sont en route de Minya. Nous n'avons pas peur de leurs menaces et de leur guerre psychologique. Nous sommes prêts à mourir pour la légitimité, pour notre constitution et pour notre liberté. Un dévouement inconditionnel à celui qu'il considère comme le seul président légitime. Malgré les avertissements d'encerclement, les manifestants défient toujours les autorités. Pour eux, il s'agit de lutter contre l'oppression. Mais le nouvel homme fort du pays, c'est lui, Abdel Fattah al-Sisi, le général responsable de la destitution de Mohamed Morsi le 3 juillet dernier. Un gouvernement transitoire a alors été formé dans la foulée, mais rejeté par le Parti des Frères musulmans. L'impasse politique perdure. Les États-Unis, principal bailleur de fonds de l'Égypte, ont alors plaidé auprès du pouvoir en place pour que toutes les forces du pays soient associées à la feuille de route annoncée au moment du coup militaire. Le calendrier prévoit une nouvelle constitution et des élections générales début 2014. Plusieurs pays occidentaux et médiateurs arabes ont mis en garde l'armée contre une utilisation de la force contre les manifestants. Depuis la destitution de Mohamed Morsi, 250 personnes au moins ont trouvé la mort dans les affrontements entre les deux camps. Place au dossier syrien, des manifestations contre les groupes djihadistes se déroulent au quotidien dans la ville de Raqqa, c'est dans le nord du pays, théâtre de violents affrontements entre forces gouvernementales et rebelles. Les manifestants réclament la libération de centaines de militants et d'un père jésuite. Le père italien Paolo Dalloglio avait disparu fin juillet quand il s'est rendu à Raqqa à la rencontre de responsables du groupe djihadiste pour négocier la libération de militants enlevés par ces radicaux. Raqqa est la seule capitale provinciale tombée aux mains des rebelles depuis le début de la révolte lancé contre le régime en mars 2011. Allez, restez des nôtres. Au retour d'applause, une branche d'Al-Qaïda revendique la vague d'attentats qui a fait plus de 70 morts pendant la fête de fin du Ramadan. Retour sur le plateau de l'info, un geste symbolique dimanche soir. Un comité de 3 ministres israéliens, présidé par celui de la Défense, Moshe Yaalon, a décidé la libération de 26 prisonniers palestiniens, et ce dans le cadre de l'accord conclu sous l'égide des États-Unis. Objectif, faire avancer les négociations de paix au sujet de la création d'un État palestinien, relancé le 30 juillet après une navette diplomatique du secrétaire d'État américain John Kerry. Mais avant une nouvelle séance de discussion qui s'ouvrira ce mercredi, ce geste de bonne volonté a été suivi par une autre annonce bien plus polémique, la construction de près de 1200 nouveaux logements dans des colonies de Cisjordanie. La majeure partie de la communauté internationale juge pourtant ces colonies illégales. En Irak, une branche d'Al-Qaïda a revendiqué la vague d'attentats qui a fait plus de 70 morts samedi pendant la fête de fin du Ramadan. Dans un communiqué, l'organisation appelée l'État islamique en Irak et au Levant a affirmé que les chiites au pouvoir en Irak ne connaîtront jamais la sécurité. En plus des 74 morts, les attentats de samedi à Bagdad ont fait plus de 320 blessés. Le mois du Ramadan a fait en tout 800 morts, ce qui en fait le plus sanglant en Irak depuis 2008. La communauté internationale a condamné ces attentats, mais la plupart des dirigeants irakiens, notamment le Premier ministre Nouri al-Maliki, sont restés silencieux. Le Parlement iranien a entamé ce lundi la procédure pour le vote de confiance des 18 ministres présentés par le président Rouhani. Le Parlement doit voter la confiance individuellement pour chacun des ministres ce mercredi. Ces derniers jours, les ultra-conservateurs ont critiqué plusieurs ministres, notamment ceux de l'éducation, de la science et des universités, du logement et du pétrole pour leur rôle dans les manifestations qui avaient suivi la réélection contestée de l'ex-président Mahmoud Ahmadinejad. C'était en 2009. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, évacuation périlleuse en Indonésie des habitants de l'île de Palu touchés par une éruption volcanique. Bilan provisoire, 6 morts. Les premières victimes ont été tuées pendant leur sommeil. Les routes sont bloquées par la cendre, parfois la lave. À l'est de l'archipel des Moluques, un séisme de magnitude 6,3 a été signalé aujourd'hui. Pas de risque de tsunami selon les autorités. Les opérations de dépouillement ont démarré au Mali, où près de 7 millions de personnes étaient appelées aux urnes hier pour élire leur nouveau chef d'État. Celui qui aura comme mission délicate de sortir le pays de 18 mois de chaos. Le favori s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé largement en tête du premier tour avec près de 40% des voix. Les résultats sont attendus à partir de mercredi ou jeudi.
Il était le criminel nazi le plus recherché au monde par le centre Simon Wiesenthal. Le criminel de guerre hongrois Laszlo Ksatáry est mort samedi à l'âge de 98 ans des suites d'une pneumonie dans un hôpital de Budapest. Il est accusé de complicité dans la mort de plusieurs milliers de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était assigné à résidence dans l'attente de son procès qui devait avoir lieu le 26 septembre. Et on se quitte sur des images assez surprenantes. Ils ont failli tomber tous les deux. Un homme qui tentait de sauver sa petite amie à Harbin, dans le nord-est de la Chine, s'est trouvé en difficulté lui aussi. Il se disputait entre les balcons du 4e et du 5e étage lorsque la jeune femme, penchée depuis l'étage le plus haut, a basculé. Son petit ami a attrapé une de ses jambes in extremis, mais a failli être aussi emporté dans sa chute. Un voisin présent au 4e étage a vu la scène et s'est précipité pour retenir le jeune homme. Il a fallu une vingtaine de minutes aux pompiers appelés en renfort pour escalader la façade de l'immeuble et faire remonter le couple sain et sauf. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Colère et vive émotion à Ersal lors des obsèques de Mohamed Oujairi qui a péri dans une embuscade tendue par un clan chiite pro-syrien. Le courant du futur avertit contre une aggravation des tensions confessionnelles. Ankara ferme son centre culturel et son bureau commercial à Beyrouth après l'enlèvement ce week-end de 2 pilotes de la Turkish Airlines. Les familles des otages chiites menacent de bloquer le trafic aérien si leurs proches ne sont pas libérés. En Égypte, l'armée s'apprête à déloger des forces les pro-Morsi. Le camp du président islamiste destitué appelle à de nouvelles manifestations dans tout le pays et dans la capitale notamment pour défendre la légitimité des élections. Et il était le criminel nazi le plus recherché au monde, l'Hongrois Laszlo Ksatáry, qui est mort ce samedi à l'âge de 98 ans des suites d'une pneumonie dans un hôpital de Budapest. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Merci notamment à tous ceux qui nous suivent depuis Derkifa. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. تيار المستقبل تيار وطني مدني ديمقراطي ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي.